Nous allons évoquer la sécurité à Marseille aujourd'hui en compagnie de notre invité Yannick Ohanessian, adjoint au maire de Marseille à la sécurité. Bonjour Yannick Ohanessian. Bonjour. Je suis en compagnie de Léo Purguette, le président, le directeur éditorial de la Marseillaise, pour Bonjour. vous questionner Bonjour. aujourd'hui. Yannick Ohanessian, bonjour à tous les deux. Donc, je voudrais qu'on parle un peu de cette série d'actions de la police municipale qui est très visible. Alors, vous allez me dire que c'est tout le temps, que ça a commencé il y a très longtemps, mais là, quand même particulièrement, on a une action contre les ventes à la sauvette du côté de Noailles. On a eu l'interdiction de vente du protoxyde d'azote qui empoisonne quelquefois le quotidien de certains riverains. C'est ce que vous avez décidé de soigner particulièrement. C'est une impression, cette accélération, ou alors ça a toujours été votre travail quotidien? D'abord, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est dans la continuité de ce qu'on a engagé depuis 2020 avec le maire de Marseille et la majorité municipale. Une volonté d'agir sur le quotidien des Marseillaises et des Marseillais en matière de tranquillité publique. Ça relève d'abord d'un fonctionnement de la police municipale, de ses effectifs, de nouvelles missions, d'une nouvelle doctrine aussi d'emploi sur l'espace public, et je vous en parlerai. Et puis, ça relève aussi de cette idée de tranquilliser, d'apaiser notre espace public, à la fois dans l'hypercentre de Marseille, mais également dans l'ensemble des noyaux villageois de la ville. Ça passe d'abord par ces arrêtés municipaux que nous prenons successivement, d'abord pour interdire la vente d'alcool dans les épiceries de nuit après 22 heures, également sur la question du protoxyde d'azote, vous avez raison de l'évoquer, c'est un fléau. Le gaz hilarant. C'est le gaz hilarant, c'est un fléau qui gagne malheureusement et qui touche tout le territoire national. Marseille n'est pas épargné, mais le maire a souhaité à ce que nous y allons plus vite, plus fort et plus loin sur ces questions. Donc on a pris un arrêté municipal d'interdiction de vente à la fois aux mineurs et à la fois aux majeurs, avec une exception pour les professionnels de la restauration qui ont besoin de ce gaz pour continuer à cuisiner, à faire de la pâtisserie. Et puis, en multipliant désormais les contrôles de ces établissements de nuit par la police municipale et nationale pour faire respecter ces arrêtés municipaux. On le doit aux commerçants, aux riverains, aux comités d'intérêt de quartier qui disent tous les jours « Aidez-nous, on a besoin d'apaiser nos quartiers ». Alors vous parlez de tranquillité le soir. Combien il y a de policiers municipaux qui sont mobilisés? On sait qu'ils sont moins nombreux qu'en journée. Bien sûr, mais en même temps, on est 7 majorités municipales, ceux qui avons triplé les effectifs de la police municipale de nuit. Lorsque je prends mes fonctions, ils sont tout juste 18 agents pour la nuit. Ils sont désormais 60 agents affectés à la nuit, avec en plus désormais un équipage de la canine, c'est-à-dire la cynophile, c'est-à-dire des maîtres chiens avec des chiens qui accompagnent les policiers de nuit. Pourquoi ? Parce que le métier de nuit, il est parfois plus difficile, plus dur, et ils font face à des difficultés majeures. Et puis, pour ces policiers municipaux de nuit, on a décidé de leur donner des ordres de mission différents désormais, c'est-à-dire mieux appréhender le territoire dans le centre-ville de Marseille, mieux répondre aux besoins là aussi de contrôle de certains établissements, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Et donc on a comme ça des résultats qui sont probants. C'est pas parfait et il faut encore mettre l'accent là-dessus, mais on a des résultats qui sont assez probants. Alors on va rester sur les chiffres si vous voulez bien. Ils sont largement contestés par la droite, notamment Bruno Gilles, qui ne fait pas les mêmes calculs que vous en termes de police municipale. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à s'entendre sur des choses aussi simples que on a doublé ou pas la police municipale? Oui, mais non, c'est pas des vrais. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas? C'est très simple. Ils avaient quelques années, pour pas dire près de 25 ans, à agir sur la ville en matière de sécurité et de tranquillité. Ils ont considéré que c'est un terme de droite, ça plutôt quand même. Ils ont considéré, ils ont considéré que évidemment, ça serait un sujet tabou pour cette majorité municipale. Il n'en est rien que nini. Permettez-moi de vous le dire, on n'a jamais autant agi dans cette ville tel que nous le faisons aujourd'hui en matière de tranquillité et de sécurité, en lien avec le préfet de police, en lien avec le directeur interdépartemental de la sécurité publique. Et puis nous, sur les effectifs de la police municipale, ils aimeraient tant que nous n'y arrivons pas, mais pour des aspects politiciens. En réalité, quand je prends mes fonctions, il y a dans cette ville 390 policiers municipaux pour une ville de près de 900 000 habitants. Je vous laisse imaginer à quel point le compte n'y est pas. Et nous avons pris l'engagement avec le maire de doubler ces effectifs d'ici à fin 2026, c'est-à-dire arriver à 800 policiers municipaux. Et au 31/12/2024, donc là, pour attaquer cette année 2025, on en a déjà plus de 200. Donc on est à plus de 600 policiers municipaux désarmés au sein de la police municipale de Marseille. Alors comment vous travaillez avec le préfet de police? Parce que, évidemment, renforcer la police municipale, est-ce que c'est pas tentant pour l'État de ne pas répondre à vos demandes de renforcement de la police nationale? Vous avez raison de poser cette question et c'est la raison pour laquelle nous, on est tenus par une convention police municipale, police nationale,
qui revoit dans sa globalité les prérogatives des uns et des autres. Je le dis parce que c'est très important. Même si nous renforçons notre police municipale, nous avons depuis le début de nos fonctions avec le maire de Marseille souhaité évidemment renforcer aussi les effectifs de la police nationale, du côté de la justice avec des magistrats, mais y compris les effectifs de la police judiciaire, notamment pour traiter les questions de narcotrafic, de grande délinquance de voie publique, de maintien de l'ordre ou de cambriolage. Tous ces sujets-là relèvent exclusivement de la police nationale. Et ensuite, il y a ce qui relève, j'ai envie de dire, du traitement de la tranquillité publique, de l'apaisement de l'espace public, de notre rôle pour améliorer nos quartiers, nos noyaux villageois dans leur cadre de vie. Et ça, c'est le rôle d'une police municipale. Et donc, nous agissons sur les deux volets, à la fois augmenter les effectifs de la police nationale, et nous avons fait des demandes en ce sens à l'État, et on a obtenu des résultats depuis 3 ans. C'est 300 policiers nationaux en plus qui sont arrivés sur le territoire de la commune, avec une compagnie de CRS également à demeure. Mais parallèlement, on a pris nos engagements, on a pris nos responsabilités et nous avons augmenté les effectifs de la police municipale. Et pourtant, le compte n'y est pas, par exemple, non plus, si j'écoute la droite locale, sur le nombre de caméras dont vous vous serviriez pas, qui sont pas branchées ou qui ne fonctionnent pas. Vous avez encore des pudeurs à gauche avec des caméras éventuellement ou pas du tout ? Là aussi, ce qui nous intéresse, c'est de travailler dans l'intérêt des Marseillaises et des Marseillais, dans l'intérêt général, y compris sur cette question du déploiement de la vidéoprotection. Qu'on soit clair, il y a, dans le cadre du plan Marseille en grand, une volonté commune, il y a 2 ans, entre le président de la République et le maire de Marseille, de monter à plus 500 caméras dans la ville. Nous prenons cet engagement en disant que nous souhaitons prioritairement déployer ces caméras là où il en manque le plus, c'est-à-dire dans le nord de la ville, et puis répondre à un deuxième objectif, c'est traiter tout ce qui relève aujourd'hui des équipements de proximité, c'est-à-dire plus de caméras devant nos écoles pour traiter la question du stationnement gênant, la question de la vitesse excessive, mais également sur nos placettes, devant nos parcs, nos jardins, parce que les Marseillaises et les Marseillais le souhaitent et que c'est comme ça qu'il faut évidemment traiter la question de la vidéoprotection. Et donc, nous y sommes allés. Et j'entends bien ces critiques de fond de la droite locale, mais là aussi j'ai envie de leur dire, et notamment pour le maire des 11e et 12e arrondissements, s'il se plaint de ne pas voir de caméras dans ce secteur-là, dans ce 6e secteur, j'ai envie de lui dire, mais qu'avez-vous donc fait pendant toutes ces années où vous étiez aux fonctions ? Pourquoi n'avez-vous pas installé des caméras dans le 6e secteur ? Après les quartiers nord, c'est le secteur où il y a eu le moins de caméras installées par l'ancienne majorité municipale, et c'est nous qui sommes en train de rattraper ce retard. Donc vous voyez bien que là aussi, aucun tabou. Lorsque c'est nécessaire, lorsque c'est pour agir dans l'intérêt général, eh bien nous le faisons. À propos du narcotrafic qui pourrit la vie de beaucoup de Marseillais, le procureur, le préfet de police ont récemment donné des premiers résultats des actions qui ont été menées. Bien sûr, on est très loin d'avoir éradiqué le phénomène. Est-ce que vous sentez un progrès sur le terrain ? Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour finir le travail ? D'abord, ce qu'il faut constater et que je partage avec eux, c'est que nous avions encore en début d'année dernière à peu près 130 points de deal identifiés sur la commune. Ils sont désormais au nombre de 80. C'est encore beaucoup et beaucoup trop, mais on voit bien qu'il y a déjà un effort qui a été fait. Ensuite, là où il faut avoir une vigilance particulière, et j'ai échangé récemment avec à la fois le préfet de police et à la fois les services de la police nationale, c'est que on a un déplacement de ces points de deal, parfois des quartiers nord, qui arrivent un peu plus dans le centre-ville. Et donc, il y a régulièrement un travail qui est mené avec l'ensemble des forces de police, municipales et nationales, pour traiter ces points de deal dans le centre-ville. Et ensuite, évidemment, là, ce que nous sommes en train de travailler, parce que c'est une question qu'il faut traiter à 360, c'est évidemment une réponse globale qu'on a besoin d'apporter sur ces questions-là, c'est comment on agit davantage sur les questions d'éducation, de santé publique et également, en réalité, tout ce qui relève de prévention. Prévention auprès des jeunes publics, prévention dans les écoles, prévention auprès des équipements municipaux pour rappeler le risque de consommation. Et on dit quoi alors aux fumeurs aujourd'hui, quand on est un socialiste comme vous, du printemps marseillais, on leur dit quoi, qu'ils sont des criminels, qu'il faut pénaliser, il faut verbaliser, il faut dépénaliser, il faut légaliser ? Je crois que d'abord, dans cette période, et parce que c'est un sujet trop important, il ne faut surtout pas user d'un langage excessif.
Voilà. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut regarder le sujet avec toutes ses dimensions, toutes ses facettes, et expliquer à quel point, et donc ce travail de pédagogie me semble essentiel, à quel point ça fait des dégâts parfois irréversibles, y compris sur les jeunes générations, de consommer de la drogue. C'est valable pour, évidemment, les drogues douces, les drogues dures, mais c'est valable aussi pour le protoxyde d'azote. Tout ça détruit les neurones, tout ça, évidemment, le plus possible, expliquer à quel point c'est dévastateur pour mais ça a ses limites, la pédagogie, quand même, Yannick Connaissant. Ça a ses limites, et c'est la raison pour laquelle on agit aussi, vous l'avez compris, sur un volet répressif avec les forces de police qui interpellent, mais le consommateur lambda qui va acheter sa barrette de shit pour en faire un usage récréatif. Mais qu'ils comprennent que d'abord, aujourd'hui, c'est condamnable par la loi, puisqu'il y a ce qui relève aujourd'hui des amendes forfaitaires délictuelles qui est engagé par la police nationale, qui est ensuite un débat qui s'organise dans la société. Moi, je suis toujours sensible à ce qu'il y ait des débats qui s'organisent, mais dans le respect de toutes les options. Et donc, qu'il y ait un débat qui, aujourd'hui, puisse gagner le territoire national sur la question de la dépénalisation ou de la légalisation. Moi, je dis, il faut y aller. Il faut, en tout cas, qu'on puisse avoir ce débat, mais il faut mettre aussi des professionnels de santé, il faut mettre les familles de victimes, il faut mettre toutes celles et ceux aujourd'hui qui ont des avis parfois bien différents et ne jamais se cantonner à un seul positionnement. Est-ce que ce n'est pas une illusion de croire que des mafias organisées de manière paramilitaire vont se mettre à ouvrir des bureaux de tabac ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on peut regarder aussi, faire ce qu'on appelle un benchmark, c'est-à-dire regarder ce qui se fait un peu ailleurs, et voir que dans d'autres pays européens, lorsqu'il y a eu dépénalisation ou légalisation, il y a eu deux effets. Il y a eu un effet bénéfique sur le fait que les produits finalement consommés, si on parle de légalisation dans des bureaux tabac classiques, sont des produits entre guillemets plus sains à la consommation, avec un taux de THC évidemment complètement éliminé ou très faible dans la consommation, avec des produits qui apparaissent plus sains que ce qui est aujourd'hui sur le marché parallèle. Mais il y a toujours de toute façon le pendant, avec un marché parallèle qui continuera à se développer, avec des drogues probablement plus dures qui seront consommées. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de solution miracle et parfaite, et que ces déclarations à l'emporte-pièce qui consistent à dire il faut légaliser, c'est merveilleux, tout, je n'y crois pas. Et donc je pense qu'il faut qu'on ait ces questions en permanence en tête, mais qu'on travaille évidemment ensemble à lutter d'abord contre la drogue et le trafic de drogue. Yannick Connaissant, les élections, c'est dans 1 an et demi, donc ça fait bien plus que la mi-mandat. On a vu pourtant cette semaine devant le tribunal administratif et la justice administrative le budget 2024 retoqué avec des problèmes sur la forme, mais pas forcément sur le fond. Qu'est-ce que on vous taxe d'amateurisme? Qu'est-ce que vous répondez? Vous voyez bien que là encore, la question qu'il faut se poser, c'est qui est allé devant le tribunal administratif? Qui a déposé devant le tribunal administratif? La droite du conseil municipal. Et donc, plutôt que d'essayer de venir nous aider à relever cette ville, à la faire grandir, à la placer au rang de capitales européennes, à aider Marseille à s'élever, tel que nous l'avons fait avec le maire, sur évidemment l'accueil des Jeux Olympiques, l'accueil de la flamme olympique, la venue papale dans la ville qui a fait rayonner Marseille aux 4 coins du monde. On a une droite locale qui cherche par tous les moyens à déstabiliser, à mettre des cailloux dans la chaussure à cette majorité municipale. C'est pas ma conception de la démocratie et de l'exercice des mandats qui nous ont été confiés. Je trouve que c'est regrettable. Ça ne nous empêche pas de continuer à travailler et à rester concentrés sur notre objectif encore. On a énormément de projets qui vont encore sortir de terre pour cette année 2025 et on est concentré uniquement sur cet objectif. Alors, vous nous dites que vous êtes concentré sur cet objectif, mais évidemment, à 1 an des municipales, chacun commence à y penser sérieusement. Avec la calculette. Y compris dans les composantes de la majorité municipale. Est-ce que vous souhaitez que cette majorité aille ensemble au premier tour, la prochaine fois? En tout cas, pour le moment, vous l'avez rappelé, c'est une majorité municipale qui s'est engagée sur un programme, sur un projet, autour de ce que nous avons porté avec le Printemps marseillais. Et c'est avec ce même programme et ce même projet que nous allons aller jusqu'aux prochaines échéances électorales. Et en attendant, vous l'avez compris, il y a encore toute cette année 2025, il y a encore près de 15 mois qui nous séparent de l'échéance municipale. Nous verrons bien comment les choses s'installent et se construisent.
En attendant, vraiment, je vous demande de respecter cela. Nous, on veut rester concentrés sur le travail qu'on a engagé et qu'il faut continuer à faire pour 25. Alors, on a très bien compris que vous êtes très concentrés. On l'est aussi, on tente de l'être en tout cas. Et on a tenté d'analyser les scores des dernières élections législatives. Oui. Il y a des secteurs de Marseille où la France insoumise est aujourd'hui incontournable. Elle ne fait pas partie du printemps marseillais. Donc, dans l'équation, c'est à prendre en compte forcément. Très bien. Vous savez pas. Non, je vais vous dire ce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire une France insoumise incontournable. Moi, je vais vous dire. Ça veut dire qu'elle fait 65% quasiment au premier tour. Je ne sais pas. D'abord, est-ce que vous parlez d'un parti politique ou d'une coalition politique ? D'un député, en l'occurrence. Une coalition politique autour du NFP. Le NFP qui, je vous le rappelle, compte en son sein 4 formations politiques. Donc, on va remettre les choses dans le bon ordre si vous voulez bien. Et donc, c'est pas comme ça que ça se traduit. Pour moi, il y a aujourd'hui des femmes et des hommes dans cette ville qui ont fait un choix de vote, incluant un socle de valeurs. Ce socle de valeurs, c'est celui, que nous partageons au printemps marseillais, d'accord ? C'est ce que nous portons dans notre programme et c'est ce que nous avons porté depuis 2020. Ce socle de valeurs, c'est lorsque nous assumons, évidemment, de venir en aide à des femmes et des hommes qui se noient en Méditerranée, d'apporter une aide à SOS Méditerranée. C'est ce socle de valeurs qui nous permet de travailler d'arrache-pied sur les questions de solidarité, d'égalité, de justice sociale dans cette ville. Et donc, c'est sur ce même socle de valeurs que nous allons partir ensuite probablement aux futures élections municipales. Que toutes celles et ceux qui partagent ce socle de valeurs avec nous, qui viennent nous aider, encore une fois, à continuer le travail que nous avons engagé depuis 2020. Mais pour l'instant, il parle plutôt de vous en des termes très durs. Mais je vais vous dire, les électrices et les électeurs de gauche ne s'y trompent pas. Et donc, il y a un moment où, évidemment, cette question se posera et sera sur la table. Mais en attendant, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est comment on continue à travailler pour 2025. Sauf qu'être attaqué sur son flanc gauche à 1 an et demi, un peu moins maintenant, des élections municipales, c'est pas génial quand le Rassemblement national a fait de Marseille une de ses priorités. Elle l'a mis en haut de sa liste des villes à conquérir avec Franck Alizio, alors qu'il s'est un peu déporté pour revenir, semble-t-il, à Marseille. Eh bien, je vous propose de poser cette question si vous recevez ici, en votre sein, des représentants de la France insoumise. Quelle responsabilité ils portent et ils ont aujourd'hui à venir critiquer le travail en permanence d'une majorité municipale qui n'a jamais, évidemment, renié son travail et ses valeurs de gauche, la façon dont elle a mené ses politiques. Mais sur le RN, alors, 2020. Sinon mais sur le danger, quand même. Mais donc, vous avez entendu, je crois, comme moi, le maire de Marseille, il y a encore pas si longtemps, et notamment au vœu à la presse, dire que 2026, ça sera le Rassemblement national ou nous. Et donc, on a conscience à quel point aujourd'hui le Rassemblement national est en train de grappiller un certain nombre de terrains, notamment à Marseille, mais sur l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône. Et donc, à nous, évidemment, femmes et hommes de gauche aujourd'hui engagés dans cette majorité municipale, de construire des politiques publiques qui puissent répondre à la fois aux aspirations, à la fois aux besoins, à la fois aux exigences de nos concitoyens. Alors au plan national, il y a aussi d'importantes tensions, notamment depuis que le Parti socialiste a fait le choix d'aller dialoguer, négocier avec François Bayrou. D'abord, est-ce que finalement on n'est pas revenu à zéro depuis ces mots sur la submersion migratoire ? Et ensuite, est-ce qu'il ne vous paraît pas incontournable qu'il y ait une nouvelle dissolution ? Bon, d'abord, sur la question de la submersion, il était évident que le Premier ministre qui utilise ce terme repris à l'extrême droite, qui est utilisé partout en Europe ou voire même partout dans le monde, est assez insupportable. Que d'utiliser les préjugés de l'extrême droite va revenir demain à ce qu'on ait l'extrême droite qui gouverne. Et donc, moi, j'invite vraiment le Premier ministre et l'ensemble de son équipe à la plus grande prudence et à revenir sur ces propos qui, franchement, sont indignes de la situation. Le sujet de la migration et des vagues migratoires est trop important pour venir ici en faire comme ça des envolées, là aussi, de phrases qui ne veulent rien dire, sortir de leur contexte et surtout qui viennent attiser un peu plus les haines des uns et des autres. Ça, est-ce que ça vous fait regretter cette discussion avec lui ? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je veux évoquer avec vous, c'est que, vous savez, quand on a expliqué, les socialistes, que nous étions dans l'opposition, mais que nous souhaitions arracher des victoires aux Françaises et aux Français, on pesait chaque mot de ce qu'on disait et chaque acte de ce qu'on était en train de faire. Pourquoi ? Être dans l'opposition en permanence
dire qu'on veut, dans tous les cas, poser des motions de censure. Là où, en réalité, il était quasi certain que, de toute façon, le gouvernement ne serait pas censuré, puisque le Rassemblement national avait déjà annoncé qu'il ne voterait pas la censure de la France insoumise. En fait, à part se faire plaisir, qu'est-ce que cela aurait conduit pour améliorer la vie d'un certain nombre de nos concitoyens ? Rien. Et donc le choix des socialistes, c'est un choix responsable qui consiste à dire on est fermement dans l'opposition de ce gouvernement, mais si on peut aller arracher quelques victoires pour améliorer un petit peu, même un petit peu, c'est suffisant, le quotidien des Françaises et des Français, on le fera. Et c'est ce qu'on a fait. Donc vous pourriez voter ce budget ? Et c'est ce qu'on a fait, sauf qu'il est arrivé, évidemment, vous l'avez vu, cette déclaration du Premier ministre, qui essaie là aussi d'aller caresser un petit peu son extrême droite. Et donc, dans ces conditions, tout est remis sur la table. Tout est remis sur la table. Et nous l'avons dit déjà au Premier ministre Bayrou. Tout est remis sur la table. On ne s'empêchera absolument pas de censurer ce budget si, à un moment donné, il ne revient pas à la raison. On trouve que c'est irresponsable de sa part, dans cette période, de venir là aussi caresser l'extrême droite de cette façon-là. L'avertissement de Yannick Ohanessian, secrétaire départemental du Parti Socialiste et puis adjoint à la sécurité de la ville de Marseille, qui était notre invité aujourd'hui dans Rue de la République. Merci. Merci à vous. D'avoir été notre compagnie. Merci à Léo Purguet également. Merci. À la semaine prochaine.